Bonjour à tous et à toutes. Dernière petite séquence pour le résumé de la matière du cours L'être humain de l'hiver 2020 avec François Privé, groupe 5. On s'est laissé un peu abruptement à la fin du dernier vidéo qui a arrêté tout seul en raison du manque d'espace dans mon iPhone sur le mortalisme et l'immortalisme. Ce débat-là entre ceux qui pensent que les humains devraient continuer d'être mortels, c'est-à-dire les mortalistes, et les immortalistes, c'est-à-dire ceux qui croient qu'on devrait essayer de vaincre le vieillissement et la mort, comme n'importe quelle autre maladie, comme toutes les maladies qu'on a réussi à vaincre jusqu'à maintenant, puis qui nous ont fait étendre l'espérance de vie humaine jusqu'à au-dessus de 85 ans maintenant. Cette lutte-là pour que les humains cessent de mourir, elle peut nous donner l'impression d'être une lutte vaine ou une lutte, proche de la science-fiction. On peut s'imaginer que ça n'arrivera jamais que les humains vont avoir accès à une médecine tellement performante qu'ils vont cesser de mourir. Pourtant, il y a du travail qui se fait sur le front de la lutte contre le vieillissement qui est super intéressant à suivre. Puis, il y a aussi des gens qui prétendent qu'on va bientôt pouvoir brancher l'esprit humain sur un ordinateur de manière à pouvoir télécharger le contenu d'un esprit dans un autre support que le support mortel dans lequel, pour l'instant, notre conscience est incarnée. Tout ça, pour aujourd'hui, ça a l'air d'être de la science-fiction lointaine. Pourtant, il y a des gens comme Laurent Alexandre qui croient que c'est vraiment imminent, cette possibilité-là, de vaincre la mort, puis d'avoir une espérance de vie là, vraiment massivement plus longue. Aujourd'hui, ça a l'air de la science-fiction un peu comme l'idée d'une surveillance totale de tous les citoyens à travers des écrans qui seraient omniprésents pouvait avoir l'air à de la science-fiction. Lorsque George Orwell a écrit son roman en 1984, en 1948. Ce roman-là, écrit juste après la Deuxième Guerre mondiale, présentait un futur lointain où des grandes puissances continentales se feraient la guerre perpétuellement les unes contre les autres, puis maintiendraient les peuples dans une sorte d'ignorance, une sorte de servilité, puis une sorte de surveillance qui était installée partout, là, avec des écrans qui surveillent chaque individu, écrans derrière lesquels il y a une figure tutélaire, là, Big Brother, qui est le tuteur de tout le monde, qui surveille tout le monde, puis qui est l'incarnation, la représentation d'un gouvernement central totalitaire qui maintient des conflits, qui maintient un conflit perpétuel avec un ennemi dont on change sporadiquement, mais dont on prétend toujours que cet ennemi-là a toujours été notre ennemi. Cette manipulation-là, puis cette surveillance-là des esprits, qui à l'époque de George Orwell pouvait avoir quelque chose, disons, de loin de la réalité. C'était difficile d'imaginer qu'on y arriverait un jour à cette surveillance complète de tous les citoyens. Pourtant, maintenant, avec le développement des appareils portables branchés à Internet, cette surveillance-là devient une possibilité concrète. Puis d'ailleurs, face à la pandémie, il y en a qui envisagent d'ouvrir la porte à ce que nos téléphones cellulaires servent à cette surveillance-là des citoyens pour éviter que les citoyens infectés puissent se promener puis en infecter d'autres. Déjà, c'est le cas dans plusieurs pays en Asie où on utilise les téléphones portables pour surveiller les contacts que les gens ont entre eux de manière à retrouver tous les personnes qui ont été infectées par une personne qu'on identifie comme malade. Vous voyez que ce qui était prévu dans 1984, un gouvernement qui surveille tout le monde, maintenant c'est possible. Dans 1984, il parlait aussi d'un gouvernement qui pourrait violemment imposer sa volonté à tout le monde. Ça aussi, on a vu que ça arrive parfois dans la réalité. Dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, la dystopie futuriste prévue est un peu différente. C'est pas dans
On n'insiste pas surtout sur la surveillance de tous les citoyens par des écrans qui sont disposés partout pour que tous les faits et gestes des citoyens soient surveillés puis qu'on réagisse à la désobéissance de manière violente. Dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est un peu différent. Ce qu'on fait pour être sûr que la société continue de bien fonctionner, c'est qu'on fabrique les individus en laboratoire, puis ils sont fabriqués en étant prédestinés à un rôle qui est écrit d'avance pour eux, puis un rôle qu'on va les programmer à apprécier. Donc, les individus sont programmés génétiquement pour apprécier le rôle qui leur a été prévu. Quand ce roman-là a été écrit, quand Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley a été écrit, la possibilité du clonage, puis la possibilité de la manipulation génétique des individus qu'on clonait, c'était une possibilité qui, elle aussi, était une possibilité futuriste, une possibilité lointaine, qu'on n'imaginait pas pouvoir voir de notre vivant. Puis pourtant, maintenant, on est capable de cloner, puis on est capable de faire des manipulations génétiques. Ça montre que les romans d'anticipation écrits tout récemment, il y en a certains qui ont vu une partie de leur contenu se concrétiser. Dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, on parle du soma, une drogue qui est là pour assurer le bonheur des individus. On parle de la sexualité comme d'un loisir promu par le régime pour distraire les gens. On parle de promouvoir dans ce roman-là des loisirs coûteux, des sports qui demandent un paquet d'équipements de manière à maintenir une économie toujours active. Tout ça, il y en a plein de ces aspects-là qui se sont concrétisés dans le monde tel qu'on le voit autour de nous. C'est ce qui nous permet de voir que ça vaut parfois la peine de voir ce que les romans de science-fiction racontent à propos du futur, parce que des fois, on en concrétise une partie de ce qui est dans ces romans-là. Quand vous entendez parler de mortalisme puis d'immortalisme, il faut peut-être rester ouvert à ces idées-là, parce que visiblement, beaucoup des prévisions des romanciers qui écrivaient des œuvres d'anticipation, il y en a un certain nombre qui se concrétisent vraiment. Non seulement dans les utopies, mais aussi dans les dystopies, comme on l'a vu avec Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, puis avec 1984 de George Orwell. Voilà, ça complète le résumé que je voulais traverser avec vous pour ce qui est de la matière qu'on a vu ensemble en classe dans les exposés oraux. En plus de ça, vous avez les notes brèves que vous avez prises lorsqu'on a fait le résumé de quelques auteurs au début de la session. Vous allez trouver de ces notes-là sur la conversation collective. C'est là-dessus que va porter l'examen sur la matière que vous allez faire à la toute fin de l'année pour les 15 derniers points que vous allez pouvoir ramasser. Ça va être un examen pour lequel vous allez devoir choisir les réponses dans une liste pour chacune des questions. On va s'organiser pour vous placer dans un contexte qui va être facilitant pour cet examen-là. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à ces résumés-là. Je vous souhaite une excellente suite dans votre préparation. Puis je vous remercie beaucoup. J'ai passé une super belle année avec vous autres. J'aurais mieux aimé qu'on finisse ça ensemble en classe, mais que voulez-vous? Les circonstances étant ce qu'elles sont, on fait avec. Puis j'espère pouvoir vous recroiser en masse sur Facebook. C'est un lieu que j'habite abondamment. Ça fait que gênez-vous pas pour m'envoyer des documents si jamais vous trouvez des affaires intéressantes dont je devrais parler en classe avec les étudiants. Merci beaucoup. Bonne suite.